Bonjour à tous et merci Christophe. Aujourd'hui, je suis accompagné par François Marcet et moi-même, je suis Julien Gallon au marketing de chez Codera. Et le but, c'est de passer une demi-heure ensemble concernant les nouveautés de la version 5 de Panorama E2. Donc, dans un premier temps, on suppose que vous connaissez un petit peu le produit en V4 ou en V3. Et nous allons passer directement au contenu de cette présentation. Donc pour ma part, je vais présenter la partie PowerPoint de ce séminaire et François prendra la main et la parole pour tout ce qui est manipulation de Panorama. Donc dans un premier temps, nous allons voir un petit peu les objectifs de cette présentation. Puis dans un deuxième temps, l'illustration de quelques améliorations et nouveautés de Panorama. Donc à chaque fois, une partie pour les exploitants et une partie pour les développeurs, avec à chaque fois une explication et une petite mise en œuvre pour illustrer le point. Nous avons sélectionné des exemples qui vous permettront d'être clairs et précis, mais surtout que vous pourrez reproduire chez vous sur vos installations sans besoin supplémentaire. Donc tout de suite, les objectifs. Donc tous les produits de Panorama ont subi des évolutions techniques dans leurs dernières versions qui sont disponibles aujourd'hui, même depuis le 12 novembre, dans leurs nouvelles versions respectives. Par contre, ce séminaire portera uniquement sur le produit Panorama E2, présenter quelques points, quelques améliorations parmi les 16 nouveautés, les 55 améliorations de la V5. Par contre, pour les autres produits, je vous invite à participer au prochain webinaire, dont un particulièrement sera consacré à Panorama IT, comme vous avez pu le voir dans la présentation d'attente. L'idée aussi est de vous présenter de vraies nouveautés et améliorations. Ce sont des améliorations utiles qui ont été suggérées par vos développeurs et par nos experts pour optimiser le produit. Donc avant tout, on va passer aux améliorations principales de Panorama. Donc dans 3 parties, avec premièrement la vitesse de lecture revisitée par l'outil PanoSearch, l'outil de recherche dans une application qui permet d'illustrer des performances. Dans un deuxième temps, on va basculer sur l'environnement Panorama Studio avec une multitude de nouveautés et améliorations du produit qui permettent d'améliorer votre performance de développement. Et nous reviendrons sur le PowerPoint avec des choses un petit peu plus abstraites, un peu moins visibles, avec un slide sur les principales améliorations du produit. Donc l'outil de recherche, donc une petite explication sur le fonctionnement de l'outil de recherche dans Panorama Studio. Donc c'est un outil qui permet de convertir des données applicatives qui sont optimisées pour la supervision en une base de données optimisée pour la recherche SQL. Donc avant tout, l'outil va effectuer une extraction des données et une insertion dans la base de données SQL pour ensuite faire des requêtes et afficher des résultats de manière très performante. L'optimisation que nous allons illustrer est avant tout sur la première partie, donc la partie extraction des données, où le moteur qui est utilisé en fait est celui qui est utilisé aussi bien dans Panorama Studio qu'en exploitation, qui permet de illustrer l'optimisation du chargement des applications. Donc pour ce faire, je vais passer directement la main à François Marcet qui va vous présenter une petite application. Bonjour, donc on va commencer, comme l'a dit Julien, par utiliser l'outil PanoSearch, l'outil de recherche dans une application. Donc c'est un outil qui n'est pas nouveau dans la version 5, mais qui a subi plusieurs évolutions. Donc comme on l'a dit, il bénéficie d'améliorations de performance, donc on va le voir tout de suite. L'application que j'utilise aujourd'hui, c'est la démonstration de la version 5 de Panorama. Donc on va extraire les données de cette application pour les transférer dans la base SQL. L'outil va vous afficher le temps d'extraction. Voilà, donc en 4 secondes. Alors par comparaison, sur la version 4, le temps était de l'ordre de 5 fois supérieur à cette mesure-là. Alors on va continuer dans cet outil-là pour voir quelques améliorations dont il a bénéficié. Donc d'abord une petite présentation très rapide des fonctionnalités que vous connaissez peut-être déjà. Donc c'est un outil qui permet de rechercher des informations dans tout le projet, soit des informations sur une unité fonctionnelle, sur des objets, sur des valeurs qui ont été configurées sur les objets, ou sur des liens qui ont été établis sur les propriétés des objets. Par exemple, sur les valeurs de propriétés, on peut rechercher toutes les propriétés qui s'appellent labels dans l'application. Et donc, comme c'est dans SQL, la réponse vient très vite, et on a là la liste de toutes les propriétés labels qu'on va trouver dans l'application avec, à droite, ici, les valeurs de ces propriétés.
Si ce que je voulais trouver, c'était la liste des libellés d'alarme, je n'ai pas tout à fait réussi parce que j'ai un petit peu du parasite. Là, j'ai des libellés de menu, des libellés de fenêtres. Donc on peut compléter les critères de filtrage. Ici, je vais restreindre ma recherche aux alarmes. Et donc, je n'ai plus maintenant que les libellés d'alarme de mon application. Donc voilà quelques exemples de recherche qu'on peut faire avec cet outil-là. Les résultats de recherche peuvent être facilement sauvegardés en fichier texte si on a besoin de les exploiter en dehors. On va regarder rapidement les liens sur propriétés et on va du coup pouvoir voir une nouveauté de la version 5, c'est qu'on a ajouté à l'outil la détection d'erreurs de configuration dans le projet. Donc ici sur les liens par exemple, je vais pouvoir demander à trouver toutes les erreurs sur les liens par exemple désignant une propriété qui n'existe pas. Donc si je clique sur la recherche, il va me trouver deux exemples d'erreurs. Voilà, j'ai un lien qui a été défini sur des propriétés qui correspond à propriété source non trouvée, c'est-à-dire que la propriété parente SPEE n'existe pas. Donc, première fonction, on l'a dit, la nouveauté détection d'erreurs. Deuxième petite fonction, c'est un lien direct pour retourner dans le projet et voir le résultat d'une recherche dans son contexte. Donc là, si je clique sur le bouton voir dans Panneau Studio, ça fait charger Panneau Studio sur le projet concerné, à l'endroit concerné par l'erreur. Donc là, je vois qu'effectivement, j'ai mon erreur qui est affichée en rouge. Donc petite nouveauté supplémentaire, dans la version 4, une propriété dans une instance de composant était grisée. Donc on ne pouvait pas le voir cette couleur rouge. Là, on a modifié un petit peu pour que on voit plus rapidement les erreurs de configuration au niveau des instances. On va continuer d'utiliser les nouveautés de la V5. On a défini une possibilité de retourner directement sur le modèle qui correspond à l'instance sur laquelle je suis. Là, je suis sur la pompe 1. Je peux atteindre le modèle directement. Donc là, il m'a placé sur l'objet alarme speed du modèle de composant directement. Du coup, je peux simplement corriger mon erreur par un double clic et retrouver la propriété speed qui était en fait la bonne valeur. Voilà, donc là j'ai disparition de l'erreur. Et maintenant, je vais retourner à l'instance pour voir qu'effectivement, mon erreur est corrigée. Voilà, donc au passage, quelques petites améliorations. Vous en voyez une autre, on a l'objet alarme, l'affichage des propriétés est groupé par fonction, donc pour plus de clarté, plus de facilité de compréhension des fonctions du produit. Puisqu'on est sur les petites nouveautés qu'on a associées aux composants, on va pouvoir regarder par exemple ici, on va aller sur le modèle de cette vanne, et on va regarder deux, trois petites nouveautés supplémentaires. Donc on a ici un synoptique qui représente la vanne dans la démonstration. Donc, je vais mettre plein écran pour avoir un petit peu plus de place. Voilà. Donc, ce petit synoptique ici va nous permettre de visualiser une petite nouveauté de l'outil de configuration de synoptique. C'est un nouvel onglet qui s'appelle vérification. Donc, il permet d'analyser le paramétrage du synoptique et d'éventuellement détecter soit des erreurs de configuration, soit des possibles erreurs qui sont représentées en avertissement, soit proposer des optimisations. Donc là, on a un petit exemple. On a ici des connexions qui sont utilisées dans la vue, qui en fait pointent vers des données de configuration et donc ce n'est pas optimum. On a aussi plusieurs connexions qui utilisent la même variable. Si on va regarder ce qui a été fait, ici, là, dans le dossier connexion, on voit qu'effectivement, ces deux connexions-là utilisent la même propriété. Eh bien, l'outil va être capable d'optimiser automatiquement la vue. Si je clique ici sur cette optimisation proposée, je peux lui demander de faire le travail de correction, de supprimer les connexions qui sont inutilisées, etc. etc. Voilà, donc un outil d'aide à l'optimisation du travail réalisé dans les synoptiques. Une autre petite amélioration, c'est l'onglet arbre. Dans cet onglet, on affiche toutes les primitives graphiques et comme dans la version 4, on a en bleu les éléments qui supportent soit une animation, soit une commande. Là, on a donné la possibilité, en cliquant sur ce bouton, d'ajouter l'affichage détaillé de toutes les commandes et animations existant sur ces éléments-là. Donc ça permet d'avoir une bonne vision du paramétrage qui a été fait.
Donc là, on voit par exemple que ces deux groupes utilisent en fait la même animation et qu'on aurait pu la remonter sur le groupe. C'est d'ailleurs l'optimisation qui a été proposée ici. Plusieurs éléments graphiques utilisent la même animation et la correction qui est proposée, c'est de ramener cette animation sur le groupe. Voilà. Donc là, si je rafraîchis mon arbre avec la touche F5, on voit que l'animation qui était sur les deux sous-groupes, comme elle était identique, on a optimisé, on l'a ramené ici. Voilà. On va regarder encore une petite amélioration pour l'efficacité de développement qui consiste à rendre les paramètres des fonctions d'animation qui précédemment étaient uniquement des constantes, on les a rendus, enfin on a donné la possibilité de les définir sous forme de variables. L'exemple qui a été utilisé ici, c'est une animation couleur. Comme vous le voyez, j'ai une animation couleur sur un tout ou rien. En version 4, forcément, les deux paramètres qui sont ici sont des couleurs, j'allais dire, en dur. On définit le rouge et le vert, par exemple. Dans la version 5, on a la possibilité de choisir que les couleurs sont fournies par des connexions. Autrement dit, elles vont venir de paramètres du composant. Donc c'est ce qui a été fait ici. Ces deux couleurs sont fournies par deux propriétés de l'objet van. Couleur pour l'état fermé, couleur pour l'état ouvert. Donc on a défini sur notre modèle ces deux propriétés, couleur close, couleur open, sous forme de propriétés chaîne, qui ont des valeurs par défaut, donc en utilisant une syntaxe RVB. Et, j'allais dire cerise sur le gâteau, on a indiqué à Panorama Studio que cette chaîne de caractères représente une couleur et qui doit l'éditer avec un éditeur de couleurs. Ce qui me permet, quand je vais sur mon instance, de voir ma chaîne de caractères en fait sous cette forme-là. C'est-à-dire que je vois la couleur correspondant à ces trois valeurs et quand je double-clique, je peux éditer directement avec un éditeur de couleurs beaucoup plus convivial. Donc maintenant j'ai des vannes, des instances de vannes qui, d'une instance à l'autre, peuvent utiliser des animations différentes. Donc ça c'est une petite souplesse supplémentaire puisqu'en version 4, soit il fallait prévoir plusieurs représentations dans le composant, soit il fallait prévoir plusieurs composants. Donc on peut pousser la logique au maximum. J'ai préparé des valeurs de paramètres pour pouvoir définir les animations de mes vannes. Donc si je double-clique ici, je peux dire que cette vanne-là va être de l'eau brute, par exemple. Donc comme elle véhicule de l'eau brute, non pardon, celle-là c'était je voulais mettre de l'eau propre, donc je vais remettre de l'eau propre, voilà. Et les autres vannes, alimentation, celle-là elle va véhiculer de l'eau brute. Et je copie cette valeur de paramètre pour aller la répercuter sur mes deux autres vannes. Voilà. En faisant ça, maintenant, quand j'affiche les paramètres de mes vannes, j'ai forcé les couleurs d'animation des vannes en fonction de leur rôle dans le process. Voilà. Donc bien sûr, on a fait ce travail de vous permettre de mettre des paramètres au lieu des constantes sur les couleurs, mais aussi sur des paramètres numériques. Quand on a des animations de type déplacement ou de type remplissage, on peut transmettre à chaque instance les valeurs bornes, par exemple, pour les remplissages. Voilà, donc je vais en rester là pour la partie petite amélioration, ergonomie et efficacité des développements. Donc ça n'est qu'un aperçu, hein, on a fait d'autres améliorations, mais on va passer au sujet suivant. Et je vais repasser le micro à Julien pour retourner dans le PowerPoint et nous guider dans la suite de la présentation. Merci François pour cette brève introduction aux nouveautés de Panorama. Nous allons passer à la suite, c'est-à-dire les parties importantes mais moins visibles dans le produit. Donc on a dû faire un petit slide à ce sujet. Donc principalement, la fonction historisation a été améliorée avec une fonctionnalité qui s'appelle Bulk Insert pour les personnes qui connaissent bien les moteurs SQL, avec des insertions par lot qui nous permettent de monter jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'enregistrements par seconde sur les bases SQL. Un deuxième point qui est important, c'est l'amélioration du réseau, donc l'optimisation de la surveillance des communications et entre les serveurs Panorama, ce qui nous permet un meilleur support des applications utilisant plusieurs dizaines de serveurs. Donc c'est particulièrement optimisé pour les grosses installations. Et un point suivant sur l'ajout de la fonctionnalité OPC UA, aussi bien en tant que client et serveur dans Panorama. Pour rappel, OPC UA permet de s'affranchir des communications comme des coms de Microsoft
et facilite les communications réseau à travers des firewalls puisqu'on utilise des fonctionnalités web service. On retrouve aussi un petit tableau qui présente une de nos illustrations qui est la durée de recherche dans une application avec un gain de temps par un facteur 4 en moyenne. Vous pouvez bien sûr refaire les manipulations que François a fait sur vos propres machines et pouvoir constater entre la version 4 et la version 5 une amélioration de performance. Point devenu un petit peu habituel, je dirais, mais qui nécessite quand même de la part de nos équipes une bonne charge de travail, c'est le support des nouveaux systèmes avec SQL Server 2012, Windows 8, Windows Server 2012 et les technologies .NET dans sa version 4. Voici pour les petites améliorations. On va passer sur des points plus précis avec des nouveautés qui raviront les exploitants principalement, avec la mise en œuvre du nouveau système d'astreinte et de la programmation horaire. Donc, le nouvel objet d'astreinte nous permet de configurer des astreintes beaucoup plus facilement qu'auparavant, avec cette philosophie objet et panorama que nous avons adoptée depuis plusieurs années. La fonctionnalité astreinte s'articule sur un objet principal astreinte, qui va tout simplement nécessiter un abonnement sur des alarmes pour pouvoir configurer, déclencher des alertes avec tout simplement 3 possibilités de configuration d'alerte. Des choses relativement simples, par exemple un seul médium, un seul destinataire. À chaque fois qu'une alarme tombe dans mon abonnement, je déclenche une alerte qui consiste à envoyer un fax à un destinataire particulier. Nous avons une deuxième possibilité avec des envois multiples et escalades. Donc nous pouvons déclarer un groupe d'envoi avec une priorité. Par exemple, première étape, j'essaie d'envoyer un SMS et un email systématiquement. Et sur une deuxième étape, après un certain nombre de tentatives, je bascule sur un autre destinataire et d'autres emails. J'ai la possibilité aussi de planifier d'un point de vue calendaire les astreintes avec par exemple une escalade et un groupe d'envoi pour les nuits, pour les jours fériés ou pour une utilisation habituelle. La mise en œuvre est assez simple sur un groupe d'envoi. Sur un cas simple, on a tout simplement dans l'élément alerte, par exemple l'envoi d'un SMS très simple. Dans le cas intermédiaire, l'élément alerte va contenir un groupe d'envoi qui permet de sélectionner une escalade entre plusieurs destinataires de SMS. Et concernant le cas le plus complet, je vais demander à François de nous faire une démonstration. Alors, on va donc aller dans Panorama Studio et ouvrir une petite appli qu'on a préparée pour illustrer cette configuration d'astreinte. Voilà. Donc, on a une petite unité fonctionnelle dans laquelle, alors, ça n'est que la configuration d'astreinte dans cette présentation. On n'a pas repris une appli avec des alarmes, etc. C'est juste la partie astreinte qu'on veut illustrer. Donc, pour simplifier le plus possible la présentation, on a réduit ça juste à la fonction. Donc, on a notre objet d'astreinte. Donc, il est maintenant unique dans le produit Panorama. On n'a plus à choisir entre 2 objets. En fait, l'objet d'astreinte qu'on va utiliser vous permet de choisir toutes les modes d'envoi, toutes les façons d'envoyer les alertes. Ce sur quoi on va se focaliser ce matin, c'est sur la méthode pour désigner les destinataires. Donc, comme l'a dit Julien, on a un dossier alerte, et c'est dans ce dossier alerte que tout va être placé. Quand on est dans le dossier alerte, on a la possibilité soit de désigner un destinataire, un type de destinataire. Donc, par exemple, je vais envoyer un SMS. Et si on fait ça, ça veut dire que le SMS partira toujours à la même personne, quelle que soit l'alarme qui se déclenche et quelle que soit l'heure qui est. Deuxième cas, je veux atteindre plusieurs destinataires de façon à permettre à changer de destinataire si on ne traite pas les alarmes, si on ne réagit pas aux appels. Donc ça, c'est la notion d'escalade. Donc ça, ce sera la notion de groupe d'envoi. Donc si je crée dans mon dossier alerte un unique groupe d'envoi, comme ça, ce sera toujours la même liste de personnes qui sera concernée, ça ne dépendra pas du temps, de l'heure qu'il est, mais si le premier des destinataires ne répond pas, ne se manifeste pas, on passera au suivant, etc. Et la configuration ultime, c'est de passer par un calendrier d'astreinte. Donc là, c'est ce qu'on a réalisé, on a instancié un programme horaire, et le programme horaire contient, lui, des groupes d'envoi. Donc on a un groupe d'envoi qu'on a créé pour
les astreintes, par exemple, jours fériés, un groupe d'envoi spécifique pour les nuits en semaine, et un groupe d'astreintes spécifique pour les week-ends. Donc si on vient sur la notion de groupe d'astreinte, de groupe d'envoi du jour férié, on va voir que on a plusieurs SMS qui ont été définis. Le premier ici, je lui ai donné un ordre 1. Ça veut dire que c'est lui qui recevra les appels, par exemple sur apparition d'une alarme. Si il ne répond pas, l'alarme va être réémise par l'objet d'astreinte parce qu'on lui a dit que si au bout d'une demi-heure l'alarme n'a pas été acquittée ou si l'opérateur ne s'est pas manifesté, il doit réémettre. Donc je vais autoriser une première réémission, puis une deuxième, et ça fera un total de 3 émissions. À ce moment-là, la prochaine fois que l'alarme devra être réémise, Panorama va automatiquement passer à l'objet 2. Et donc ça me permet de changer de destinataire. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va gérer la notion d'escalade. Donc on n'est pas limité en nombre d'étapes, et on peut aussi à chaque étape utiliser plusieurs objets, puisque si je crée 2 objets qui ont le rang 1, je peux en parallèle envoyer mes messages à ces 2 destinataires ou à ces 3 destinataires. Donc on peut par exemple envoyer en même temps un SMS et un fax et un mail. Donc maintenant, on a défini nos groupes pour les différentes périodes que l'on veut traiter. On va regarder l'objet de planification, donc le programme d'astreinte. Il se paramètre dans une boîte de propriété que voilà, et il est basé sur les mêmes concepts que la programmation horaire BACnet. C'est-à-dire qu'on a un programme hebdomadaire qui va se définir à partir des groupes d'envoi que l'on a définis, qu'on va associer à des plages horaires. Donc là, le programme est déjà fait, mais je vais juste vous montrer, si je voulais créer une plage d'astreinte spéciale pour le mercredi, par exemple, il suffirait que j'attrape ici mon groupe et que je vienne le déposer sur le début de la tranche horaire qui m'intéresse, et ensuite je peux le modifier comme ça. L'édition est relativement conviviale, on peut déplacer, on peut faire des copier-coller, etc. Voilà. Donc là, si j'enlève cette petite programmation supplémentaire, on aboutit à un programme qu'on voit, l'équipe de week-end est d'astreinte jusqu'au lundi matin 8h. Dans la journée, comme on a un exploitant, pas d'astreinte. Donc on a une couleur qui correspond à pas d'envoi d'alerte, ici. Et puis, tous les soirs, à partir de 18h, c'est l'équipe de nuit, en semaine, jusqu'aux 8h le lendemain matin. L'exception, c'est le vendredi soir, c'est l'équipe de week-end qui prend le relais jusqu'au lundi matin 8h. Alors ça, c'est le programme hebdomadaire qui se répète par défaut toutes les semaines. Et on a la possibilité de définir des exceptions. Donc ici, dans ce programme, on a préparé des exceptions pour Noël, et la journée de Noël et la nuit d'avant et la nuit d'après. Donc on a ici le 24 au soir, à partir de 18h, c'est l'équipe jour férié qui sera d'astreinte. Toute la journée de Noël, elle est d'astreinte. Et le lendemain matin, jusqu'à 8h, elle est d'astreinte. Voilà. Donc maintenant, pour avoir une vision claire du résultat de mon programme horaire et de mes exceptions, on a un petit onglet programme complet qui permet de mélanger les deux. Donc là, cette semaine, du 3 au 9 décembre, il n'y a pas d'exception, donc mon programme hebdomadaire normal s'applique. Je me déplace de 2 semaines, j'ai toujours pas d'exception puisqu'on est le 23 décembre, une semaine supplémentaire, et là on voit apparaître mon exception. Alors elle est matérialisée par un petit liseré rouge pour m'indiquer qu'il s'agit d'une exception. Si jamais je ne comprends pas le calendrier que je vois, je suis étonné de cette plage un petit peu anormale, voilà, le petit liseré rouge est là pour me rappeler qu'il s'agit d'une exception. Et donc on voit le résultat effectif, donc c'est le programme effectif d'astreinte. Alors là, il est affiché sur la semaine, bien entendu, on peut le ramener sur un mois complet pour mieux voir si cet affichage est préférable. Voilà. Le programme peut aussi prévoir une période de validité, c'est-à-dire qu'on va décider que les astreintes ne s'appliqueront, par exemple, que du 1er juillet au 31 août, si on a besoin de fonctionnement de ce type-là. Par défaut, c'est valide en permanence. Voilà, donc comme on le voit, ce qu'on figure ici, c'est directement les périodes sur lesquelles les groupes de personnes sont d'astreinte. Voilà, donc ça c'est pour la fonction astreinte. Alors par contre, ce qu'on a eu comme volonté, c'est que
puisqu'on avait maintenant un beau programme d'astreinte, on s'est dit qu'on allait remettre à niveau aussi notre fonctionnalité de programmation horaire, c'est-à-dire de déclenchement de commandes liées à des événements calendaires. Donc, on a créé un nouvel objet programmation horaire, qui sera dans la fonction ici programmation horaire. On en a en fait 3 en fonction de la nature de leur commande. Un programme qui nous sort une valeur entière, par exemple pour faire du marche, arrêt, confort, économie. Un programme qui nous sort un booléen, marche-arrêt, ou un programme qui nous sortirait une consigne de température, par exemple, donc directement une valeur réelle. Donc là, j'ai créé un objet programme booléen, et lui aussi, il a une boîte de propriété qui permet, sur les mêmes principes d'ergonomie, de définir mon programme de commande, mes exceptions, et de voir mon programme complet. C'est la même chose. En exploitation, l'opérateur, que ce soit pour le programme d'astreinte ou le programme de commande, il a la possibilité d'éditer ce programme. Donc là, comme je ne suis pas en exploitation, l'objet n'est pas actif, il ne reçoit pas de données, mais il présente exactement les mêmes possibilités et la même ergonomie que ce qu'on a vu dans les boîtes de propriété de paramétrage. Voilà, donc une fonction de programmation horaire complètement rénovée. Voilà, je vais redonner la parole à Julien pour qu'il nous introduise le dernier sujet que l'on va traiter ce matin. Merci François. Donc, en basculant sur la présentation PowerPoint pour aborder la dernière thématique de la journée, que sont les nouveautés pour les développeurs, principalement avec l'assistant de création des descripteurs de classe. C'est des choses dont on avait parlé lors des Panorama Days si vous y avez participé, avec une description sur la partie vidéosurveillance. Donc, je vais accélérer un petit peu, puisqu'on est un petit peu en retard. Donc de base, on a Panorama qui utilise des fonctionnalités 199 objets en standard que nous avons recomptés récemment, avec par exemple des alarmes, des synoptiques, des profils utilisateurs. Mais Panorama ne fait pas forcément tout ce dont vous souhaitez, donc nous avons la possibilité d'ajouter une fonctionnalité externe à Panorama au travers d'un SDK, d'un Software Development Kit, qui se concrétise principalement par exemple par une DLL de fonctionnalité de vidéosurveillance. Dans cette DLL, nous souhaitons une fonctionnalité particulière qui serait par exemple la visualisation d'une caméra de vidéosurveillance, un petit peu comme on vous l'avait présenté lors des Panorama Days. Donc cet assistant aujourd'hui va construire automatiquement le descripteur de classe. Cette interface va être décrite automatiquement par l'assistant. Il va aller rechercher l'ensemble des propriétés et méthodes disponibles dans l'objet et en dresser une liste. Il reste à caractériser toutefois ces propriétés. C'est une configuration, c'est un lien, c'est une valeur modifiable ou un paramètre dans Panorama. Cette modification est à faire entre guillemets à la main puisque ce n'est pas disponible automatiquement dans la fonctionnalité décrite. Une fois cette fonctionnalité décrite, on la retrouve dans les objets, dans la bibliothèque d'objets standard Panorama telle que vous l'auriez pu la voir si nous l'avions nous-mêmes développée. Dans le cas particulier d'un web service, le descripteur assistant va générer en plus un petit exécutable qui permet à Panorama d'appeler directement au travers d'un script, par exemple, les méthodes de ce web service. Donc de la même manière, nous allons retrouver ce web service directement dans les outils Panorama. Je repasse la main à François pour nous faire une petite démonstration à ce sujet. Bien, donc on va cette fois-ci ouvrir une application totalement vide. Le but est juste de vous montrer un exemple simple. Alors, on va créer un exemple simple. C'est un objet Microsoft qui est la barre de progression qui existe dans le framework.NET. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la description de cet objet sous forme de descripteur de classe pour pouvoir l'utiliser dans une vue de l'application. Donc, je vais appeler l'assistant. L'assistant, il est accessible à partir du menu contextuel sur un module de classe. Donc, j'appelle l'assistant. Donc, il a 3 onglets. Un premier onglet qui me permet d'importer en quelque sorte des objets .NET, soit des objets préenregistrés, c'est ce qu'on va faire ce matin, soit des objets non enregistrés sur la machine, ce serait le cas si vous créez vous-même votre objet en .NET, il n'est pas forcément enregistré sur la machine, donc vous allez directement sélectionner la librairie, le binaire. On a un onglet comme pour importer des objets ActiveX, ce qu'on faisait pendant les Panorama Days l'année dernière, c'était importer un ActiveX de constructeur Axis, donc là on aurait utilisé cet onglet-là. Et le troisième onglet, que Julien a évoqué,
la création d'un objet d'interface au web service. Donc ça, c'est une petite fonction qu'on a ajoutée, qui n'avait pas été présentée l'année dernière. Les web services, donc, ils sont décrits en général par un fichier WSDL, qui décrit en XML le contenu du web service, les différentes méthodes utilisables. Donc il suffit de désigner ce WSDL, donc on donne l'URL, c'est-à-dire l'emplacement sur Internet de ce web service. On clique sur ce bouton, ça va permettre de détecter le contenu du service web, qu'est-ce qu'il propose comme méthode, et l'assistant va générer un binaire qui permettra après à un simple script de l'application de l'appeler comme une méthode d'objet. Voilà. Donc ça rend accessible tous les services web de manière extrêmement simple d'emploi depuis l'intérieur de l'application Panorama. On en revient à notre démonstration de ce matin. Donc l'objet que je veux importer, il est dans le système du framework. Donc je cherche système. Ça fait partie des outils de boîte de dialogue, donc c'est dans Windows Form, ici, et je vais prendre la version du framework 4 plutôt. Donc je demande à l'assistant de lire le contenu de cette assemblée, et il va me présenter tous les éléments qu'il a trouvés dans cette assemblée. Donc là, on a tous les objets de formulaire .NET qui sont présentés. Donc moi, celui qui m'intéresse, c'est la progress bar. Donc je cherche Windows Form avec un P comme progress bar. Voilà, faut pas que j'aille trop vite. Le voilà. Donc ici, j'ai mon objet progress bar. Et en fait, il y a une énumération qui va avec, que je vais importer également. Voilà, donc mes deux descripteurs de classe sont créés. Et voilà ici. Alors, Julien vous a dit rapidement dans la présentation qu'il y avait un petit peu de retouches à faire. Alors, les retouches qu'il y a à faire sont tout simplement liées à la richesse que Panorama propose pour identifier le rôle des propriétés dans les objets. Hein, vous connaissez la notion de nature de propriété. Ça permet d'optimiser l'utilisation des propriétés par Panorama en fonction du rôle qu'on leur donne. Configuration, ajustable, valeur persistante. Quand l'assistant importe le code, le binaire .NET, il ne peut pas deviner le rôle des propriétés. Donc cette colonne-là est à renseigner après avoir utilisé l'outil d'importation, ainsi que éventuellement compléter les commentaires. Quand un type de propriété n'est pas supporté, c'est indiqué. Ici, il y a certains types qui ne sont pas réellement supportés. Ici, quand on utilise une progress bar, on peut fournir une image de fond de plan sous la forme d'un objet .NET Image. Cette fonctionnalité ne sera pas disponible une fois la progress bar utilisée dans le produit. On va quand même regarder ce que donne notre progress bar, parce que là, en fait, on a terminé le travail, donc il ne reste plus qu'à l'utiliser. Donc, je crée une vue. Et dans ma vue, je vais créer une instance de progress bar. Elle est ici, je vais l'incruster dans mon synoptique et je vois que déjà, elle s'est dessinée sous forme de progress bar. Donc pour se convaincre qu'elle est réellement opérationnelle, on voit ses propriétés. Vous voyez que l'outil a même été jusqu'à nous créer des groupes, parce que les librairies Microsoft sont relativement bien décorées, comme on dit en .NET. On décore le code pour arriver à ce que les utilisateurs à l'extérieur voient le détail et des commentaires et des groupes. Donc là, si je donne une valeur, par exemple, de 50, ça veut dire que j'ai un remplissage à 50% de ma progress bar, et on voit qu'elle se remplit à 50%. On peut aussi changer le mode de fonctionnement. Donc vous avez vu que j'ai importé l'énumération. L'assistant a été capable automatiquement d'associer la propriété qui se sert de l'énumération à l'énumération qu'il a créée. Et donc là, on voit le fonctionnement de la progress bar qui change de style. Voilà, je ne vais pas vous en montrer plus aujourd'hui. Le but, c'était que vous sachiez que cet assistant est là. Il est décrit en détail dans la documentation du produit et je suis sûr que vous pourrez vous en servir facilement. Je repasse la main à Julien pour conclure cette présentation. On a vu aujourd'hui des améliorations de performance, aussi bien sur le comportement du produit, sur les optimisations que l'on peut appliquer grâce aux nouveaux outils. La nouvelle gestion des communications réseau qui permettent d'avoir des structures plus conséquentes, des nouveaux objets, les exemples d'astreinte et de programmation horaire que nous avons abordés aujourd'hui, plein d'autres objets comme un assistant de configuration de l'ordre de parcours des éléments
des vues à travers la touche tabulation, les nouvelles fonctionnalités des fenêtres des menus arborescents pour la construction des vues, etc., etc. Je me précipite sur la dernière partie qui vous intéresse particulièrement, ce sont les questions et surtout les réponses. Je repasse la main à Christophe Hippolito pour le dépouillement de vos questions. Merci. Très bien, merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. Alors nous espérons bien sûr qu'elle a satisfait à vos attentes. Alors nous passons maintenant quelques minutes pour répondre à vos questions que vous pouvez toujours poser d'ailleurs dans la fenêtre QR. Donc je vous le rappelle, la fenêtre QR que vous pouvez faire apparaître par le petit point d'interrogation en haut à droite qui va vous permettre de poser les questions. Alors n'hésitez pas. Donc Julien et François, experts, ils sont là pour vous répondre. Alors, on va commencer par une question concernant les astreintes. Peut-on suspendre une astreinte? Alors, là, pour répondre, je vais déjà réouvrir l'application qui concernait les astreintes. Alors, suspendre les astreintes, si je comprends bien la question, ça veut dire sans doute temporairement ne plus faire d'appel d'astreinte. Donc effectivement, l'objet d'astreinte a ici une propriété qui permet de l'activer ou de le désactiver pendant que l'application fonctionne. Donc même une astreinte qui n'a pas un programme horaire qui permet de prévoir des périodes avec ou sans astreinte peut aussi être mis hors service ou en service pendant que l'application fonctionne. Voilà, je pense qu'on peut passer à la question suivante. Très bien. Alors, on a une autre question qui concerne les programmes horaires. Comment consulter les programmes horaires sans les modifier? Ok, donc on va rester sur la même application du coup. Donc, ce que j'ai présenté tout à l'heure rapidement, c'est un éditeur de programme horaire qui est incrusté dans une vue. Donc là, cet éditeur, il est affiché avec 4 onglets. Déjà, on a la possibilité de décider des onglets qui sont effectivement visibles. Donc on peut proposer une simple consultation, par exemple, en affichant que l'onglet de programme effectif, ce qui fait que quand on va afficher la vue, il n'y aura plus que cet onglet-là. Et si on veut dynamiquement modifier ça, l'éditeur est disponible sous une forme de formulaire indépendant, c'est-à-dire non pas incrusté dans la vue, mais un script va demander l'ouverture du formulaire. À ce moment-là, il va s'afficher à l'identique à ce qu'on voit ici, c'est-à-dire dans une boîte de dialogue. Et avant d'ouvrir la boîte, là, on peut modifier les onglets qui vont être affichés. Donc ça permet, en fonction des droits de l'opérateur, de décider de lui donner les droits de modification ou pas. Très bien, alors on a beaucoup de questions qui concernent les versions V4, V5, du passage V4, V5. On y répondra de toute façon donc à la fin de la séance de questions-réponses. Alors, où sont stockées les données des calendriers? C'est-à-dire comment ça fonctionne dans une architecture distribuée, par exemple? Alors, les données de paramétrage du calendrier, en fait, elles sont stockées sur l'objet lui-même. Par exemple, ici, le programme horaire, on a un petit onglet avancé et tout le paramétrage du calendrier est codé dans la propriété qui est ici. Donc, ça veut dire que si c'est sur un serveur redondé, parce que je suppose que la question est un petit peu là, quand je modifie le programme horaire sur un serveur et que j'ai un basculement de serveur, comme ce sont des propriétés ajustables, le serveur de secours aura la bonne version du programme horaire. Il aura bien été mis à jour aussi quand on aura un basculement. Voilà, donc ça utilise les méthodes habituelles de l'infrastructure Panorama pour assurer la continuité de fonctionnement et la redondance. Très bien, on a parlé d'envoi de SMS ou d'email ou de fax. Est-ce qu'on peut envoyer des appels téléphoniques, déclencher des appels téléphoniques? Oui, exact. On a donc la fonction interface vocale de Panorama qui est fournie avec Panorama en standard. Et cette fonction a été mise à jour avec les nouvelles fonctionnalités de la fonction astreinte. C'est-à-dire que quand on installe l'application de référence des astreintes vocales, elle utilise les nouvelles fonctions, les groupes d'envoi, et donc on peut tout à fait utiliser des appels vocaux pour toutes les nouvelles fonctionnalités d'astreinte qu'on a vues, l'escalade ou les nouveaux programmes horaires. Très bien. Alors, justement, en ce qui concerne les astreintes, donc, peut-on acquitter une astreinte en renvoyant un SMS? Est-ce qu'on peut masquer, inhiber une alarme en ajoutant un mot-clé au SMS?
Alors, on peut acquitter une astreinte. C'est une fonctionnalité qui existait déjà en V4. On l'a un petit peu améliorée en facilitant sa mise en œuvre. On a créé une option qui permet d'utiliser un mode d'acquittement automatique. Donc, c'est la petite propriété nouvelle là, qui s'appelle Enable Auto Hack. En gros, il y a un mode simple qui est que le dernier message qui a été envoyé, si on y répond, c'est lui qui va provoquer l'acquittement d'appel et on n'a aucune configuration supplémentaire à faire dans l'application pour obtenir ce fonctionnement-là. Ça c'est le mode par défaut. Maintenant, ça utilise les fonctions complètement automatiques de la fonction d'astreinte, c'est-à-dire qu'on répond avec le message tel qu'il a été émis et le modem détecte alors que c'est bien un acquittement. Si on veut faire autre chose, il faut envoyer un SMS différent, je veux dire autre. À ce moment-là, le modem, lui, supporte des fonctions de réception de SMS et permet, depuis un script, d'interpréter par exemple le contenu des SMS et de décider, sur réception d'un SMS avec une syntaxe particulière, d'effectuer des actions dans l'application. Ce serait tout à fait envisageable. Très bien, alors je vous rappelle, il y a beaucoup de questions dans la messagerie instantanée. C'est un petit peu plus difficile pour nous de les récupérer et tous les ordinateurs ne voient pas ces questions. Donc je vous rappelle, il y a deux fenêtres à droite, messagerie instantanée et QR. Si vous avez la possibilité d'utiliser la fenêtre QR, c'est beaucoup plus simple pour nous pour les récupérer. On vous en remercie d'avance. Alors, on a une question concernant l'objet speech unit. Concernant l'astreinte, donc l'objet speech unit, a-t-il été amélioré? Je pense que en fait, oui, le speech unit, c'est le boîtier qui permet de gérer les astreintes vocales. Donc, ce que j'ai dit, c'est qu'il a été mis à niveau pour profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités qu'offre l'astreinte, l'escalade et la nouvelle programmation d'astreinte. Voilà, donc c'est ça les améliorations dont il a fait l'objet. Très bien. Alors, on continue avec des questions très techniques. Pour le Modbus TCP, donc les personnes sont restées à quel serveur est-il utilisé toujours sur la version V5? Alors, Panorama jusqu'à maintenant proposait un driver ancienne génération, ce qu'on appelle des RVDDL, pour faire du Modbus TCP, ou effectivement après l'utilisation d'un serveur OPC autre, de Gateware ou Applicom. On a maintenant intégré dans le produit TLM le protocole Modbus, aussi bien en Modbus série qu'en Modbus TCP. Donc ça, c'est une des améliorations de la nouvelle version TLM. Donc la préconisation maintenant, c'est bien entendu d'utiliser Panorama TLM pour faire du Modbus. Juste un petit aparté sur l'aspect licence. Donc quand on fait du Modbus série, il n'y a pas de licence supplémentaire à acquérir. C'est toujours possible de faire du Modbus série avec TLM dès qu'on est utilisateur Panorama E2. Et si c'est pour faire du Modbus TCP, les conditions de licence sont les mêmes que précédemment. Hein, c'est la même chose. Il suffit d'avoir l'option Modbus TCP. Et maintenant, le Modbus TCP s'implémente avec Panorama TLM. Donc avec des objets prêts à l'emploi que vous intégrez dans votre application Panorama E2 et qui supportent à la fois l'acquisition et la configuration de l'acquisition. Donc ça veut dire que ça apporte plus de souplesse de paramétrage et surtout pour des gens qui font de la configuration automatique ou de la génération automatique d'applications, ils peuvent intégrer la déclaration d'acquisition et la configuration des trames, etc. dans cette génération automatique. Très bien, on va en finir avec la partie option de SMS. On a une dernière donc question. L'option envoi de SMS est-elle limitée à un seul type de modem? Alors, le problème des modems, je pense que les gens qui posent les questions ont bien l'habitude de ça, c'est que tout ce qu'on fait marcher avec un modem, il faut toujours le retester avec un autre, parce que ça fait partie des matériels qui ont des comportements assez variables d'un constructeur à l'autre ou d'un modèle à l'autre. Donc malheureusement, nous, on ne peut pas acheter tous les modèles de modems du commerce et les valider tous. Donc on en préconise un ou deux qui sont ceux qu'on a sur notre plateforme et dont on est absolument sûr du bon fonctionnement. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas avec d'autres. Et si les modèles qu'on préconise posent des problèmes à nos utilisateurs, il faut nous le faire savoir et on peut s'orienter vers peut-être d'autres modèles pour les qualifier également. Mais voilà, pour l'instant, on limite les modèles préconisés à ceux que l'on a validés chez nous. Alors, on va en venir maintenant aux questions importantes concernant les V4, V5, notamment en termes de compatibilité. Donc,
est-ce que le nouveau calendrier et le nouveau mode d'astreinte sont totalement compatibles avec les applications développées en V4? Alors, je ne peux pas répondre directement oui à cette question, puisque le paramétrage que l'on a fait sur les anciens calendriers ne se porte pas automatiquement sur les nouveaux, puisque le principe de description du programme horaire est très très différent. Par contre, toutes les applications qui utilisent et les anciens calendriers et les anciennes astreintes continuent de fonctionner. On n'a aucune retouche à faire quand on passe en V5 pour faire fonctionner ces éléments-là. On a fait en sorte que les nouveaux projets dans les menus nouveaux, etc., ne voient que les nouveaux objets et les nouvelles fonctionnalités, mais les applis existantes qu'on migre n'ont pas à être retouchées sur aucun des points qu'on a vus aujourd'hui. Très bien. Donc, est-ce qu'on peut en déterminer qu'on peut en définir que deux versions différentes, c'est-à-dire V4 et V5, peuvent fonctionner aussi en même temps? Alors, elles peuvent fonctionner en même temps sur un même réseau, à condition que ce soit des applications distinctes. Par exemple, sur un site où on aurait une supervision de process qui serait en V4, on peut ajouter sur le même réseau la supervision, je ne sais pas moi, de l'éclairage, du bâtiment ou de la clim en V5. On peut, entre cette appli V4 et l'autre appli V5, avoir des informations qui s'échangent sous la forme de données OPC, puisque les composeurs de l'un et de l'autre peuvent communiquer par ce biais-là. Mais on ne souhaite pas assurer le support d'un mélange au sein d'un même projet de poste V5 et de poste V4. Voilà, c'est la seule limite. Alors, avant de passer aux dernières questions, je vous rappelle qu'il y a un sondage juste après très important qui va vous permettre de nous donner vos impressions, puis aussi même de vous inscrire en automatique au prochain séminaire. Il y en a déjà qui sont positionnés. Pour les questions qui concernent les présentations, vous avez dans votre environnement Panorama, pour l'inscription des web séminaires, un endroit où vous avez des enregistrements vidéo, c'est-à-dire ce qu'on fait aujourd'hui, son et images qui sont disponibles, donc vous aurez la possibilité de les récupérer si vous avez des problèmes de son ou si vous voulez les voir en différé. Il suffira de toute façon de demander un code directement à la personne concernée qui est décrite dans l'environnement web. Alors, on va continuer et en finir pour les questions donc V4, V5. Est-ce qu'il faut obligatoirement passer tout le site en V5? Là, c'est un petit peu la même question que celle à laquelle je viens de répondre. En gros, c'est pas une question de site, c'est une question d'application. C'est-à-dire que si sur un site on a plusieurs applications, on a le droit de faire cohabiter plusieurs versions de Panorama. Mais c'est uniquement application par application que tous les post serveurs et tous les post IHM d'une même application doivent être avec la même version. Très bien. On peut donner des estimations, combien de fois ça a été installé chez les clients? Alors ça fait déjà depuis le mois de juillet qu'une dizaine de clients utilisent en release candidate la version 5 et on a maintenant 2 sites de grosse taille. Donc c'est des sites en moyenne des applications, l'un de l'ordre de 50 000 données et l'autre, je dirais 15 ou 20 000, quelque chose comme ça, qui utilisent la version 5 donc en exploitation cette fois-ci depuis le jour où on a officialisé sa sortie, c'est-à-dire au début novembre. Très bien, merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation et pour les réponses à ces questions. Donc dans le cas où vous n'avez pas eu de réponse, vous recevrez une réponse personnalisée par email. Donc il y a un sondage qui vient de s'afficher en bas à droite de votre écran. Donc c'est important pour nous, si vous pouvez y répondre. Pour les prochains web séminaires, et pour y participer, il suffit de vous inscrire sur l'environnement que vous avez déjà découvert. Il y a d'ailleurs 2 prochains thèmes qui sont déjà en place pour 2013. Vous avez aussi la possibilité de répondre à la question « Souhaitez-vous participer au prochain séminaire ?» dans le sondage, ce qui permettra de vous inscrire automatiquement. Ce web séminaire est maintenant terminé. On vous remercie de votre participation. On n'était pas loin de 70 clients aujourd'hui. Et notamment, on vous remercie aussi pour votre fidélité. Bonne journée à vous tous. Et encore merci de votre participation sur l'environnement de web séminaire de Panorama.